Avant de plonger dans l'histoire intense d'aujourd'hui, un petit rappel. Plus de 90% de nos spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés. Si vous aimez ce genre de contenu, prenez une seconde pour vous abonner et activez la cloche pour ne rien rater. Et si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide énormément. Je m'appelle Sophie. Pendant des années, j'ai vécu ce que beaucoup qualifieraient de vie parfaite. J'avais un mari aimant, un beau foyer et une carrière qui me passionnait. Nous étions mariés depuis plus de 10 ans et, malgré les hauts et les bas que tout couple traverse, je croyais sincèrement que notre amour était solide et sincère. Mais parfois, ce que l'on croit être un roc inébranlable n'est qu'une illusion fragile. Tout a commencé subtilement, comme une petite fissure à peine visible sur une vitre claire. Marc, mon mari, avait changé de comportement, mais je ne voulais pas voir. Il rentrait tard sous prétexte de réunions prolongées, il consultait son téléphone à des heures inhabituelles, il devenait distant, moins attentif, et parfois même irritable sans raison apparente. Au début, j'ai mis cela sur le compte du stress professionnel. Après tout, il dirigeait une entreprise en pleine expansion et les responsabilités pesaient lourdement sur ses épaules. Mais plus les semaines passaient, plus ses absences devenaient fréquentes, plus son regard s'éteignait. La complicité que nous avions s'effritait. Les petits gestes d'affection, les discussions tard le soir, nos projets communs, tout disparaissait lentement. Je me suis d'abord remise en question. Peut-être que je ne le soutenais pas assez, peut-être que j'avais moi-même changé sans m'en rendre compte. J'ai même consulté des blogs et des forums, cherchant des solutions pour raviver notre flamme. Mais un soir, alors qu'il dormait profondément, j'ai entendu une notification sonore sur son téléphone. Ce n'était pas mon habitude, mais une intuition m'a poussée à jeter un coup d'œil. Ce que j'y ai découvert m'a glacé le sang. Des messages, des échanges doux, parfois ambigus, parfois explicites sur le plan émotionnel, entre lui et une femme que je ne connaissais pas. Son prénom s'affichait Claire. Je suis restée paralysée pendant de longues minutes, incapable de respirer. Mon cœur battait à tout rompre. Je relisais les messages encore et encore, espérant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, d'une erreur, d'un malentendu. Mais tout était clair. Ils parlaient de leurs rendez-vous, de leurs petits secrets, de projets qu'ils envisageaient ensemble. Mon monde s'est effondré en silence cette nuit-là. Le lendemain matin, je n'ai rien dit. Pas encore. J'avais besoin de comprendre, de savoir jusqu'où cela allait. J'ai commencé à observer, à noter ses allées et venues. J'ai engagé un détective privé pour avoir des preuves concrètes. Une partie de moi espérait encore qu'il s'agissait juste d'une amourette passagère, quelque chose qu'on pourrait surmonter ensemble. Mais les rapports du détective ont anéanti mes derniers espoirs. Marc entretenait une véritable relation parallèle depuis près de 8 mois. Ils se retrouvaient dans des hôtels discrets. Ils dînaient ensemble, et pire encore, il lui promettait un futur qu'il me refusait depuis longtemps. La douleur était insupportable. Mais étrangement, une froide détermination s'est emparée de moi. Je n'allais pas exploser, je n'allais pas faire de scène. Non. J'allais me relever et transformer cette trahison en une leçon qu'il n'oublierait jamais. J'ai continué à jouer mon rôle de femme aimante pendant quelques semaines encore. Pendant ce temps, je préparais mon plan avec soin. D'abord, j'ai sécurisé mes propres finances. J'ai contacté mon avocat et organisé la gestion de mes actifs personnels sans éveiller de soupçons. Je savais que Marc avait mis plusieurs biens au nom de l'entreprise, mais il ignorait que j'avais, moi aussi, placé de l'argent sur des comptes qu'il ne connaissait pas. Ensuite, j'ai commencé à me rapprocher de ses partenaires d'affaires
subtilement, sous couvert de dîners amicaux ou de discussions stratégiques. Grâce à mon métier dans la finance, j'avais déjà un pied dans son univers professionnel. J'ai découvert que son entreprise n'était pas aussi solide qu'il le prétendait. Certaines opérations douteuses auraient non pu attirer l'attention des autorités si elles étaient omises en lumière. Le piège se mettait lentement en place. J'avais également obtenu toutes les preuves de son adultère, photos, enregistrements, échanges de messages. Je savais qu'au moment opportun, ces éléments seraient des armes redoutables. Mais ce n'était pas suffisant. Ce que je voulais, ce n'était pas seulement qu'il paie pour m'avoir trahi, mais qu'il comprenne la profondeur de sa faute. Je voulais qu'il ressente ce vide, cette solitude, cette douleur qu'il m'avait infligée. J'ai alors pris contact avec Claire, sa maîtresse. Je l'ai rencontrée dans un café discret. Elle fut surprise de me voir, mais elle accepta de discuter. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai simplement exposé les faits, calmement, avec les preuves sous les yeux. D'abord arrogante, elle s'est vite décomposée en voyant l'ampleur des documents que je possédais. Je lui ai proposé un choix simple, disparaître définitivement de la vie de Marc, ou bien voir son nom éclaboussé publiquement dans un scandale médiatique et juridique qui ruinerait sa carrière et sa réputation. Face à cette menace, elle n'a pas hésité longtemps. Quelques jours plus tard, elle quittait la ville sans un mot. Marc a bien évidemment ressenti le changement. Claire lui avait coupé tout contact et lui, ne comprenant pas pourquoi, sombrait dans la nervosité. À la maison, il redevenait soudainement plus attentionné, comme s'il tentait de compenser quelque chose, sans se douter que le compte à rebours de sa chute avait déjà commencé. Chaque jour qui passait me rapprochait du moment où je lui dévoilerais la vérité. Mais je voulais qu'il souffre encore un peu de cette confusion, qu'il ressente cette insécurité permanente. Pendant ce temps, j'affinais les derniers détails de ma vengeance, avec la précision d'un chirurgien. Les semaines ont passé et Marc continuait de sombrer dans l'angoisse. Son comportement devenait de plus en plus étrange. Il essayait de recréer une complicité qui n'existait plus, me proposait des week-ends improvisés, des sorties qu'il avait cessé de planifier depuis des années. Mais derrière ces attentions soudaines, je sentais l'agitation, la peur qu'il essayait de dissimuler. Il ne comprenait pas pourquoi Claire avait coupé les ponts. Il l'appelait, lui écrivait, mais n'obtenait aucune réponse. Ce silence le rongeait. De mon côté, je poursuivais ma stratégie avec patience. J'avais appris au fil de mes recherches que Marc avait commis plusieurs irrégularités fiscales et financières pour faire prospérer son entreprise. J'avais récupéré des documents compromettants grâce à quelques contacts discrets et je les conservais précieusement. Ce n'était pas encore le moment de les utiliser, mais je savais qu'ils seraient utiles. Un matin, alors qu'il prenait son café, il me demanda soudain « Sophie, tu as remarqué que je suis souvent préoccupée ces temps-ci » Je levai à peine les yeux de mon journal et répondis d'un ton neutre « Oui, j'ai bien vu. Des soucis au travail ?» Il hésita un instant avant de reprendre. « Un peu. Rien de grave. Juste des complications avec quelques contrats. Mais tout ira bien. » Il mentait, bien sûr, et je le laissais faire. Je voulais qu'il s'enfonce tout seul, qu'il s'épuise dans ses propres mensonges. Peu de temps après, j'ai franchi une nouvelle étape. Je me suis rendue auprès d'un journaliste d'investigation que je connaissais de réputation. Je ne lui ai pas tout dévoilé, évidemment, mais je lui ai fourni suffisamment d'informations financières douteuses concernant l'entreprise de Marc pour éveiller sa curiosité. Le journaliste a commencé à enquêter discrètement. Je savais qu'une fois la machine lancée, il serait difficile de l'arrêter. Simultanément, j'ai engagé un expert juridique spécialisé dans les affaires de fraude et de divorce complexes. Chaque détail devait être planifié avec soin pour que, lorsque j'actionnerais le levier final, tout bascule en ma faveur. C'est à ce moment-là que Marc a commencé à perdre le contrôle.
Des inspecteurs fiscaux ont débarqué à son bureau pour un audit surprise. Les employés étaient sentis sous tension. L'information a commencé à circuler dans le cercle des affaires, alimentant les rumeurs. Ses associés se sont montrés de plus en plus méfiants. Certains ont même commencé à se distancer, craignant d'être entraînés dans une tourmente judiciaire. À la maison, il rentrait encore plus tard, vidé, l'air hagard. Un soir, il s'est effondré dans le salon, tête entre les mains. « Sophie, j'ai fait des erreurs, des bêtises que je vais devoir payer très cher. » Je me suis approchée, posant ma main sur son épaule, comme une épouse compatissante. « Tout peut s'arranger, tu sais, mais il faut être honnête, Marc. Parfois, affronter la vérité est le seul chemin vers la paix. » Il releva la tête, les yeux rougis. « J'aurais dû te parler avant. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi. Le travail, la pression, et puis... cette femme. » Il s'arrêta, incapable de prononcer le prénom de Claire. Je gardai mon calme. Mon objectif n'était pas d'obtenir des aveux immédiats, mais de continuer à le pousser doucement vers sa propre chute. Quelques jours plus tard, je lui ai proposé un dîner dans un restaurant chic de la ville. Durant le repas, je lui ai parlé de nous, de notre couple, de tout ce que nous avions traversé ensemble. Je voulais qu'il baisse sa garde, qu'il me voie encore comme cette épouse fidèle et compréhensive. Au fond, il espérait sans doute que je n'étais au courant de rien, ce qui rendrait sa défaite encore plus amère. Le lendemain de ce dîner, j'ai déclenché la dernière phase. Mon avocat a déposé une requête officielle pour divorce, accompagnée de toutes les preuves de son adultère et de ses malversations financières. En parallèle, le journaliste publiait son premier article accablant sur les pratiques douteuses de l'entreprise de Marc. Les médias ont aussitôt relayé l'affaire. Le scandale éclata. Marc fut convoqué par les autorités pour s'expliquer. Ses partenaires coupèrent les liens les uns après les autres. Les clients se retirèrent. En quelques jours à peine, son empire vacilla. Lorsqu'il reçut la convocation au tribunal pour la procédure de divorce, il lut le dossier abasourdi. Tout y était. Les relevés bancaires secrets, les photos compromettantes, les échanges de messages avec Claire, les preuves de fraude. Il me fixa longuement, cherchant une étincelle de compassion dans mon regard. Mais il n'y trouva que le reflet glacé de la femme qui l'avait trahi. « Comment as-tu pu faire tout ça ?» murmura-t-il. « Non, Marc, la vraie question, c'est comment as-tu pu me faire tout ça pendant tant d'années ?» Il n'avait plus rien à répondre. Son silence était la plus belle des confessions. Après cette confrontation, tout s'est accéléré. Le scandale autour de Marc prenait des proportions qu'il n'avait jamais imaginées. Les médias publiaient Kimija Shakemegyayak chaque jour de nouveaux articles dévoilant l'ampleur de ses fraudes, des montages financiers illégaux et de ses arrangements douteux avec certains fournisseurs. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les gens commentaient son nom avec dégoût et mépris. Ses anciens associés, pour protéger leurs propres intérêts, ont commencé à témoigner contre lui. Certains ont même fourni des documents supplémentaires aux enquêteurs. Le parquet ouvrit une instruction officielle. Le fisc, quant à lui, lança une procédure de redressement colossale. En quelques semaines, tous ses biens furent gelés. À la maison, le peu qu'il restait de son arrogance avait disparu. Il errait, vidé, brisé. Son téléphone, qui sonnait sans arrêt il y a encore quelques mois, restait désespérément silencieux. Ses amis s'étaient volatilisés. Ses proches l'évitaient. Même ses parents, honteux, refusaient de répondre à ses appels. Un matin, alors qu'il buvait son café d'une main tremblante, il me regarda longuement et dit d'une voix faible « Sophie, pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ? Peut-être qu'on aurait pu arranger les choses. » Je le fixai, le cœur froid, et répondis « Tu n'as pas cherché à arranger quoi que ce soit quand tu passais tes soirées avec elle. Tu as préféré me trahir en silence.
J'ai simplement appris à faire la même chose, mais avec intelligence. Je voyais dans ses yeux qu'il comprenait désormais l'étendue de sa chute. Il ne restait plus rien de l'homme dominateur et confiant qu'il avait été. Le jour de l'audience pour le divorce, la salle d'audience était pleine. Les avocats, les journalistes, quelques anciens collaborateurs, tous étaient là. Mon avocat déroula calmement le dossier accablant que nous avions constitué. Les preuves d'adultère, les fraudes, les documents fiscaux truqués, les enregistrements de ces conversations douteuses. Marc tentait de garder contenance, mais sa nervosité le trahissait à chaque instant. Le juge prononça rapidement le divorce à mes torts exclusifs, m'accordant la pleine garde des biens familiaux qui restaient, ainsi qu'une importante indemnité compensatoire. Mais plus encore, le tribunal déclencha officiellement les poursuites pénales pour ces malversations. À la sortie du tribunal, entouré de caméras, Marc n'était plus qu'une ombre, un homme détruit que plus personne ne soutenait. Quelques mois plus tard, le verdict tomba. Prison ferme pour fraude aggravée, redressement fiscal massif et interdiction d'exercer toute fonction de gestion à vie. Quant à moi, je m'étais reconstruite. Je repris mon travail avec une nouvelle énergie. J'avais appris dans cette épreuve une leçon fondamentale: ne jamais sous-estimer la force de quelqu'un qu'on trahit. Je n'étais plus la femme naïve d'autrefois. J'étais devenue stratège, patiente, déterminée. Et même si la douleur de sa trahison restera gravée en moi, je savais que justice avait été rendue. Aujourd'hui, quand je repense à cette période, je ne ressens plus de colère. Juste une fierté froide d'avoir su reprendre le contrôle de ma vie sans me rabaisser à son niveau. J'ai avancé, plus forte que jamais. Et lui, il n'a plus que ses regrets comme compagnie.